Donc, ils nous cherchent. Nous sommes une association et nous faisons de la veille innovation en se focalisant sur les usages. Parce qu'on a tous compris cette définition de l'innovation, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est un truc, un bazar, un bidule, éventuellement une invention, mais c'est très rare, qui rencontre un marché. C'est la rencontre avec ce marché qui crée l'usage, et qui crée la valeur, pardon, et pour qu'il y ait cette rencontre, il faut qu'il y ait un changement sur les usages. Donc nous, on a choisi notre camp, on se focalise sur les usages, et on regarde les impacts sur les nouveaux business models et les modes de management. Donc nous, qui on est, trois cercles. Premièrement, des sociétés innovantes. Chaque année, on sélectionne une vingtaine de sociétés innovantes dont on va faire la promotion auprès des dirigeants. Ensuite, on s'appuie sur des veilleurs. Donc, c'est tous des gens aux cheveux gris ou des dames aux cheveux très clairs. Et on fait de la veille sur les usages et pour le bénéfice final des entreprises où on essaye d'aller les alerter pour qu'elles anticipent. Alors, pourquoi les alerter? Parce que, grosso modo, ça va très vite. Hein, la vitesse à laquelle l'innovation va en ce moment, c'est assez impressionnant. Et on l'explique en disant, voilà, il y a quelques temps, ça fait uniquement bientôt 6 ans et demi, voilà, et on a sorti le smartphone qu'on appelle une orthèse intellectuelle. Donc, si vous regardez la vidéo mythique d'avril 2007 de Steve Jobs, quand il présente son smartphone, il dit, vous vous rappelez, avant, il y avait des espèces de smartphones où ils avaient mis le clavier dans le hardware. Vous vous rappelez, là, il y avait AZERTY. Ce que c'est drôle. Moi, j'ai mis le clavier dans le software. Parce que vous croyez encore qu'il faut un clavier, mais en fait, il ne faut plus de clavier. Donc, c'est juste que, je regarde dans la salle, nous sommes des mutants, donc on a encore un peu besoin d'un clavier, mais on va très vite s'en passer. Alors, ça a 2 conséquences qui sont complètement transverses. La première, c'est des nouveaux usages, et la deuxième, c'est de la collaboration de masse. Donc, nouveaux usages, on va beaucoup en parler. Collaboration de masse, il y a quand même des historiens qui sont planchés dessus, qui disent que dans l'histoire de l'humanité, il y avait un plafond de verre à 100 000 collaborateurs. Hein, les pyramides d'Égypte, 100 000, programme spatial américain, 100 000. Au-dessus, on ne savait pas faire. D'accord ? Et là, depuis 4-5 ans, vous tous dans la salle, vous participez à des programmes de collaboration de 18 millions de personnes. C'est le plus gros, hein, ça s'appelle... CATCHA, vous savez ce que c'est qu'un CATCHA là? Vous arrivez sur un site sécurisé, on dit je veux être sûr que vous n'êtes pas un ordinateur, donc on vous écrit un truc illisible, AZER47ZX, d'accord? Donc vous faites vachement gaffe pour bien le taper, et ça y est, vous rentrez sur le site sécurisé. Et il y a un petit jeune, alors qui regarde TED? Il y en a beaucoup qui regardent TED là? Ouais, vous êtes à la moyenne, hein, moins de 10%, mais c'est mieux que TF1. Hein. Vous notez ce soir TED, vous demandez à votre fils, il va vous montrer. Hein, vous allez voir sur YouTube. Et vous avez 1500 vidéos assez bluffantes d'innovation. Et il y a un petit jeune de 25 ans qui arrive, qui dit « Oh, c'est moi qui ai inventé le CATCHA ». Et je me suis aperçu que j'embête, pour pas dire autre chose, 18 millions de personnes par jour. Alors à 25 ans, je voulais pas m'arrêter là-dessus. Et donc, il a regardé autour de lui, puis il a vu qu'il y avait des tas de robots qui scannaient des bouquins, d'accord, avec du Automatic Character Recognition qui reconnaissait 99,9% des mots, mais de temps en temps, il bute sur un mot. Et maintenant, il vous a mis un double CATCHA. Donc, vous avez toujours le AZERX42, et ensuite, il va vous mettre table, ou automobile, ou scénario. Et quand vous êtes 4 à avoir tapé AZ42 scénario, il vous dit « Merci les gars, j'étais pas sûr que c'était scénario, mais maintenant vous me l'avez dit. » Et ça évite d'avoir des tas de gens qui relisaient tous ces mots sur lesquels l'ordinateur bute. Donc, 2 conséquences complètement transverses. They change my business model. C'est-à-dire, c'est pas vous qui changez votre business model, ce sont les autres. Et ça, faut bien l'intégrer. Hein. On n'est plus dans le customer first, customer focus. Non, on est dans le customer power. Hein. C'est vraiment le client qui a repris le pouvoir. Et la deuxième chose, c'est The Future of Management. Donc, j'ai repris un titre de Gary Hamel, London Business School, qui raconte que le management de demain, il va complètement changer. Vous regardez, meilleur signe, vous regardez la moyenne d'âge de votre entreprise et vous voyez les entreprises qui bougent le plus en fonction de leur moyenne d'âge. Disney, moyenne d'âge 32 ans. Allez voir ce que fait Disney en termes de big data, c'est assez intéressant.
Hein, il y a des trucs à apprendre, etc. Je vous rappelle un autre chiffre. En 2015, c'est pas très... un an et un mois, 40% de la force active de la nation, ce sont des Y. 40%. On va faire un autre test. Qui a des enfants sur Facebook? Ouais, pas mal. Alors, bougez pas. Qui a déjà demandé à ses enfants sur Facebook de leur montrer comment ils travaillent sur Facebook? Bon, ce soir, vous y allez, hein, donc il n'y en a qu'un, voilà. Et ils vont vous expliquer comment ils travaillent sur Facebook. OK? Et puis vous allez voir, vous allez comprendre qu'eux, ils travaillent sur Facebook. Nous, on a appris à travailler sur du papier et des téléphones. Eux, ils ont appris à travailler sur Facebook. Alors, donc on arrive à une époque, hein, la troisième innovation de rupture. J'aime beaucoup Michel Serres, Petite Poussette, lisez ça, c'est adorable. Donc Michel Serres, il dit, voilà, il y en a eu trois. Il y a l'écriture qui me permet de déconnecter le message du messager. Vous savez, c'est beaucoup plus long de former un ambassadeur ou un disciple que de former un guerrier. Donc c'est bien, j'écris mon message sur un parchemin, je dis au guerrier, va le porter là-bas. Si tu te fais couper la gorge, bon, c'est pas grave, j'en enverrai un autre. Okay, donc ça, c'était vraiment la première révolution avec les Égyptiens et les Grecs. Gutenberg, okay, c'est-à-dire j'ai le moyen de dissémination du savoir où je divise par 200 le coût de reproduction d'un document. Alors pour ceux aussi qui sont un peu inquiets en disant mais toutes ces nouvelles technologies, regardez tout ce que ça fait, Bitcoin et toute la mafia qui s'en saisit, etc. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Le premier livre, Gutenberg, vous connaissez? C'est la Bible. Le deuxième livre, c'est un bouquin porno. D'accord? Donc il n'y a rien de nouveau. D'accord? L'humanité et l'humanité. Et enfin, la troisième, donc, Steve Jobs, l'orthèse intellectuelle. Alors c'est très important de bien comprendre ça. Donc, changement des usages. Alors, puisque je parle à une communauté de Haïti, voilà. La conséquence, et elle est primordiale, usage, demande, ergonomie. Donc vous allez voir des DSI, et vous dites à votre DSI, s'il vous plaît, faites un effort, dites à votre patron que vous ne voulez plus de budget informatique, vous voulez un budget ergonomie. Pourquoi? La pire chose qui peut vous arriver, on est d'accord, monsieur le DG, c'est que votre appli, elle ne soit pas utilisée. Hein? Et de toute manière, l'interface de demain, c'est ça. Donc votre appli, même une appli métier chiante, un ERP, un machin, ça va être là-dessus. D'accord? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Tous les mois, tous les 2 mois, on fait le ménage. Qu'est-ce que cette appli, je n'utilise pas? J'enlève. Donc pour que ça soit utilisé, il faut qu'il y ait de l'ergonomie. Et donc ça donne ça. Donc moi, j'ai été 7 ans DSI. Alors je vous rassure, hein, en matière d'informatique, j'en connais assez pour être dangereux, mais pas pour être efficace. Donc vous allez traduire, mais vous allez voir. Donc vous allez voir, hier, on faisait ça. Et on a fait ça pendant 30 ans. Hein, ça a fait quand même du truc. Automatisez-moi ce process. OK, les gars, consultant, machin, 100 millions de dollars plus tard. Waouh, on a construit une nouvelle solution, super géniale. Et maintenant, on démarre dans 2 mois. Et là, merde, les données. Bon, synchronise-moi avec le LDAP, là, et puis on va faire un data warehouse. Ah ouais, c'est une bonne idée, chef, on va faire un data warehouse. Donc, on a fait ça 400 fois, 500 fois. Ça commence à être intéressant comme spaghetti, hein. Et puis à la fin, on disait ergonomie. Il y a un problème avec le CHSCT, là? Elle n'est pas belle, ma souris? Il y a un problème, là? Demain, c'est quoi une application informatique? C'est ça. Le contrôleur de gestion, il dit « Ouais, elle est pas mal, l'appli contrôle de gestion, mais tu vois, là, quand je vais là, j'ai du mal à passer des yaourts au pot de confiture, donc tu pourrais pas un peu changer l'ergonomie, parce que vraiment, elle est pas mal ton appli, mais il faut encore un peu l'améliorer. » Ensuite, les entreprises, elles ont compris que, oui, mais mes bijoux de famille, ce sont mes data. Donc, Master Data Management, Data Officer, et là, le DSI découvre tout ça. D'accord? Je vous rappelle, hein, le moindre fichier dans notre entreprise est stocké 7 fois. Hein, donc, laquelle est la bonne version, etc. OK? Et puis, process. Alors, les process, t'affole pas sur les process, ils changent toujours. Donc, on va les mettre au-dessus des data. Hein, on va rester une société agile. Donc, vous voyez, pour des DSI, le changement de cap, il est dur. Hein. 180 degrés. Mais c'est ça. Hein, et il faut être clair là-dessus. Alors, voilà la grosse difficulté des directions générales. Ils disent, bon, écoutez, non, il n'y a rien de nouveau, rien de très nouveau.
75, l'informatique de calcul. Vraiment, il y a que les boîtes qui faisaient des calculs. Il y a un mec génial dont j'ai oublié le nom qui, en 1975, a fait calculer une facture à un ordinateur. Génial. On a fait 35 ans d'informatique de gestion. Ouais, alors il y a le PC qui est arrivé, il y a eu l'Internet, et puis il y a... Vous vous rappelez Y2K? Waouh, c'était génial, il y a eu Y2K, donc on a raconté pas mal de bêtises à nos dirigeants. OK. Et puis, avril 2007, d'accord, on passe de l'Internet à l'Internet mobile. So what? C'est quoi le big deal, là? Pourquoi tout ce foin? C'est une évolution de l'informatique. Et là, il faut dire, non, monsieur le directeur général, je suis désolé, vous n'avez rien compris. On passe à l'ère de l'orthèse intellectuelle. Donc ce petit truc-là, bon, il surfe sur la loi de Moore, donc chaque année, il est 2 fois plus puissant, etc. Mais ce n'est même pas un problème de puissance, c'est un problème d'usage. Regardez vos usages avec ceux de vos enfants. D'accord? Donc ça, c'est un cré 2. Hein, la puissance de calcul là-dedans, c'est un cré 2. Donc voilà, donc c'est ça la grosse difficulté qu'il faut expliquer aux directions générales, c'est non, c'est un nouveau monde avec des homo sapiens, avec orthèse intellectuelle. C'était aujourd'hui et demain. Alors là, I'm preaching to the choir. La loi de Moore, on connaît tous par cœur. Ouais, tous les ans, 2 fois plus performant, 2 fois moins cher. Monsieur Moore, c'était un génie, quoi, il a eu de l'intuition. Et il y a des historiens qui ont regardé ça et dit, mais comment c'était possible? Comment ça se fait que ça marche encore, 30 ans après? Et ils ont analysé les choses en disant que finalement, c'est un phénomène de cascade, où on a l'homme qui programme un ordi, qui programme un autre ordi, et qui va piloter un robot. Et quand vous allez chez Intel, vous voyez ce travail-là. Et le fait qu'il y ait cette cascade vous fait l'aspect exponentiel. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 8 technologies qui surfent sur la loi de Moore. Donc, c'est sur TED. Hein. Infinite Computing, vous connaissez. Sensor Networking, Robotique, 3D Printing, Synthétique Biologie, Digital Medicine, Nanomaterial, Artificial Intelligence. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que la robotique surfe sur la loi de Moore? Et là, je vais faire vite. Vous vous rappelez, donc, TED, je suis un fanat de TED, et vous aussi, bientôt, vous allez y aller. Et donc, le jeu, il y a très très longtemps, le jeu qui a fait le buzz en décembre 2010, Parrot, le drone, 400 € à la Fnac, vous vous rappelez? Hein, et je pilotais ça avec mon truc, c'était génial, et le petit hélicoptère, il allait dans la chambre de ma fille, etc. etc. Okay. 1 an après, donc on est en mars 2012, vous avez monsieur Vijay Kunar, qui est un prof de Penn State, et regardez bien, et il vous présente le drone version 2. Donc il est 2 fois plus puissant, 2 fois moins cher. Et il est tellement puissant qu'il est autonome. Et vous voyez la petite bête, là, vous allez voir mieux, hop, elle est venue, elle a atterri sur sa main. Donc il n'y a personne qui le pilote. Et puis ensuite, il va vous montrer voilà, des tas d'applications. Notamment, vous avez là un robot qui part dans un building. Donc là, vous voyez, c'était il y a très longtemps, en 2012, vous avez les drones qui jouent au Lego tout seuls. D'accord? C'est juste pour s'amuser. OK? Non, c'est bon. Alors ensuite, il va en mettre une dizaine dans la salle, parce qu'il dit, un tout seul, ils ne sont pas très costauds. Voilà. Donc là, on met 30 petits avions et on fait la patrouille de France. C'est assez sympa, hein? Voilà. Et là, ils font le 8 de la mort. C'est ce que les pilotes refusent de faire parce qu'il y a beaucoup d'interactions, etc. Alors là, il dit, je sais ce que vous pensez. Vous dites, je suis un professeur d'université, donc j'ai des tas d'étudiants qui n'ont rien à faire le week-end. Et il y a des heures et des heures et des heures de programmation derrière. Il dit, non, c'est faux, regardez. Il a demandé à 2 petits jeunes. 2 jours de programmation. Et voilà le premier orchestre à cordes où les musiciens sont des drones. Je vous rappelle, c'est très longtemps, hein, c'est février 2012, ça fait pratiquement 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est 4 fois plus puissant. Donc vous voyez, ils sont bien amusés. Ils ont bricolé les petits drones avec du scotch, on a mis des baguettes, etc.
On a bricolé l'harmonium de maman. Okay, on a pris la harpe de papa, on l'a changé un peu de vertical en horizontal. Et on distribue la partition, pas besoin de chef d'orchestre, et on y va. Donc vous allez aller sur TED ce soir. OK. Donc on était là. Donc vous avez 8 technologies qui surfent sur la loi de Moore. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ces technologies, elles se cross-fertilisent. Je vous donne un petit exemple. On va tous les ans au CES avec une quinzaine de dirigeants pour avoir des regards croisés. Il y a 2 ans, il y a un gars qui sort un écran transparent. Il dit « Ouais, c'est amusant un écran transparent ». 3 mois après, il y a quelqu'un qui sort un écran transparent avec des Kinect derrière. Donc du coup, je mets ma main derrière l'écran, je vois ma main, et l'ordinateur, il voit ma main. Et donc, j'ai plus besoin de souris, j'ai plus besoin de ça, je vais faire de la CRO avec mes mains. J'avance parce que l'heure tourne. Donc vous y êtes. On va au CES, c'est la grande foire. Et c'est pas une foire technologie, c'est une foire marketing. Monsieur Lévy, le patron de Publicis, en 2012, il arrive avec dans son avion une vingtaine de clients en disant « Venez voir où je vais dépenser vos millions de dollars ». Et là, la petite femme que vous avez, vous l'avez reconnue tous, c'est Michel Pham. Michel Pham sur YouTube. Elle a 40 vidéos de maquillage, demandez à votre fille. 40 vidéos de maquillage qui ont été vues en moyenne 1,5 million de fois. D'accord ? Donc il dit, voilà, je vous emmène maintenant, grâce au fait que YouTube, ça soit au sein de Google, je commence à faire du marketing one-to-one. Alors, on va revenir à nos moutons. La grande difficulté, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, j'y vais. Donc c'est quand ? On va prendre juste 3 petits exemples. Bring your own device, j'aurais été étonné que vous n'en parliez pas, les réseaux sociaux et le big data. Voilà Bring your own device. Pourquoi on en parle tellement ? Bon, on a lancé la 4G. La 4G, la promesse de la 4G, c'est dans la rue comme à la maison avec votre ADSL, pourvu que vous soyez passé in the cloud. D'accord ? Donc ça veut dire que même les mutants comme nous qui avions du mal, on se dit « Merde, il faut que je passe in the cloud ». C'est vrai que mon employeur m'avait formé pendant 25 ans sur Outlook. Maintenant, je dois passer sur Gmail ou sur Freka, mais je dois y aller. D'accord ? Et donc là-dessus, il y a un truc important, c'est que ça va généraliser. Il y a 2 ans, on disait on a tous 4 écrans. OK ? L'année dernière, on disait non, on s'est trompé, on en a 6. D'accord ? Et puis finalement, on va en avoir beaucoup plus. Et vous allez voir, celui qui va être le plus important, ça va être le dématérialisé. Donc, en 2007, on avait cette première orthèse. En 2015, on ne va plus en avoir du tout, c'est toi le bouton. Donc c'est moi le bouton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, vous savez, dans les écoles de France, on est en train d'équiper des tableaux blancs. Chers contribuables, ça vous coûte entre moyenne 5 000, 6 000 euros par tableau. Bon, il y a les Coréens qui ont inventé une solution à 70 euros. Et je mets une Kinect là au-dessus du projecteur et puis il voit où j'appuie sur l'écran et donc il traduit ça. Donc ça vous fait un tableau blanc. Donc ça veut dire que j'ai plus besoin de ma device. J'arrive quelque part, il y aura des écrans, il me reconnaît parce que j'ai quelque part une puce single sign-on et puis je dis amène-moi mon environnement, c'est bon, je fais ça, quel est le dernier mail, quel est le truc, etc. OK ? Donc c'est vous le bouton. Là on va voir. Dans ce contexte-là, vous avez tous entendu parler de Google Glass. À mon avis, ça ne va pas le faire, Google Glass, parce que tous se balader avec une caméra espion et un truc qui fait « ouh, 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 je filme, ça ne va pas le faire. Et les Italiens, ils ont dit « Non, Maquet, la glace du futur, la voilà. Elle est belle, vous voyez. Là, j'ai mis des batteries, là, j'ai mis l'OS, j'ai un petit pico-projecteur, et ça vibre derrière l'oreille. Très bien, votre oreille reste dégagée, ça vibre derrière. Donc je l'ai posé sur ma table de nuit, ça s'est rechargé, le matin je pars, et hop, je parle à mon orthèse. Rappelle-moi, c'est où, Porte Dauphine, où je dois aller, et puis c'est quoi mon prochain rendez-vous ? Ah oui, d'accord, etc., etc. OK ? Donc toutes les tentatives Bring Your Own Device, où les gens refusent, ça veut dire pratiquement, vous dites à vos employés, vous allez être des zombies. Que les gars, ils avaient l'habitude d'avoir ces lunettes, ils arrivent au bureau, Please don't bring your own device. Donc ils doivent le poser à l'entrée, ils mettent une autre paire de lunettes et ils se promènent dans les couloirs en disant « Elle est où ma première réunion ? Ah merde, ça ne me répond pas, hop, je dois retourner. » OK ? Donc ça, c'est la révélation de cet été.
Vous demandez à quelqu'un, ça sert à quoi un réseau social? Vous demandez à un DG ou un DRH, ça sert à quoi un réseau social? Au mieux, il va vous dire, c'est que des emmerdes. D'accord? Parce qu'il n'a pas compris, finalement, l'exploitation. Et le paradigme shift, et moi j'avais du mal à comprendre ça, un réseau social, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'appartient, ce sont mes amis. Donc c'est moi qui le gère. Et donc, et ça c'était l'erreur que je faisais, donc je le gère à la mano. Et vous savez, c'est pénible de gérer un réseau social à la mano. Vous ouvrez votre LinkedIn et vous avez la rubrique des chats écrasés. Paul a changé de photo. Nathalie a un nouveau job. Rémi a fait ci, a fait ça. Qu'est-ce que je fais de tous ces signaux faibles? Et là, il y a AXA qui dit aux États-Unis, mais moi je sais quoi faire de tous ces signaux faibles. Je peux te dire qu'un tel qui est en train de déménager, ton copain, voilà le message qu'il faut lui envoyer. Il faut lui dire, 30% des gens qui ont eu un problème dans leur déménagement croyaient être assurés, mais l'étaient pas. Salut Paul, ton copain d'AXA qui te veut du bien. Voilà, je finis sur le Big Data. Donc même chose sur Facebook. 6 millions de jobs pourvus sur Facebook. Donc ça marche comment? Vous allez voir Gap. Vous dites Gap, comment vous faites quand vous devez recruter 100 personnes? Ben, je fais une petite annonce. Il y a 2000 personnes qui me répondent. Ensuite, je dois fouiller tout ça, etc. Et cette boîte française, Work for Lab, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, écoutez, expliquez-moi quels sont vos critères pour recruter quelqu'un. Et chez Gap, c'est je dois être dans un rayon de 5000 et je veux un fan of fashion. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les 1 milliard de murs Facebook et ils règlent qu'est-ce que c'est qu'un fan of fashion. Puis ils remontent ça à Gap, ils disent c'est bon, non, ça c'est un peu trop gothique, ça c'est un peu trop geek. Et puis quand c'est bien réglé, je prends le cercle de 5 miles et je vais envoyer à 200 personnes un petit message en disant Gap t'a présélectionné, tu ne voudrais pas travailler pour Gap. Donc voilà l'exploitation des réseaux sociaux et la maturité à laquelle on arrive. Donc vous imaginez tout le big data qu'il y a derrière, etc. Voilà le petit monde dans lequel on arrive. Excuse-moi, j'ai déblaté. Merci Bertrand. Bravo.